Je termine le chapitre 9 de physique avec le grand 3 en page 4 sur le pendule. On dit bien le pendule en physique et non pas la pendule pour l'objet qui donne l'heure. Alors, un pendule, en fait, c'est un système qui est constitué d'un fil ou d'une tige métallique à l'extrémité de laquelle on fixe un objet, ça peut être une sphère, un cylindre ou un autre type de solide. L'une des extrémités du fil ou de la tige est fixée, donc. Un mouvement de rotation est possible autour ici de cet axe. Et donc, la longueur de la tige étant notée grand L, on va écarter le pendule de sa position d'équilibre qui est ici en pointillé à la verticale. Donc lorsqu'on écarte le pendule et qu'on le lâche, il va osciller et décrire un mouvement donc qui va être périodique ou presque périodique. Pour étudier ce mouvement, on n'utilise pas le système de coordonnées cartésiennes habituel x et y en maths, comme en maths. On repère la position du pendule, du fil ou de la tige ici, par un angle, donc θ. θ, de nouveau, est une grandeur algébrique, comme le travail d'une force, puisque θ peut être positif ici, ou bien, quand le pendule sera de l'autre côté par rapport à la position verticale ici de l'équilibre, θ sera négatif. Donc θ peut être positif, négatif ou nul. On appelle ça l'abscisse angulaire. Quand on écarte le pendule, on a une valeur maximale pour l'angle θ, qu'on note θm et qu'on appelle l'amplitude des oscillations. Alors dans un premier temps, on peut justement représenter les variations de cet angle θ dans un graphique. D'abord dans le cas théorique où il n'y a pas de frottement, puisque dans la réalité vous aurez toujours un petit peu de frottement à prendre en compte. Donc imaginons, on a pris la sphère là, qui serait suspendue à l'extrémité du fil du pendule, entre deux doigts, on l'a amené à une position là, avec une amplitude, donc la valeur maximale de l'abscisse angulaire, et on lâche le pendule. Donc θ au temps 0 avait sa valeur maximale, on a noté θm, l'amplitude des oscillations. Le pendule passe par sa position d'équilibre, donc θ passe par une valeur qui est nulle. Puis le pendule continue de l'autre côté, donc θ va devenir négatif. Et s'il n'y a pas de frottement, la position extrême ici à gauche sera exactement symétrique de la position extrême de droite par rapport à l'axe vertical en pointillé. Donc, sur le graphe, vous commencez à dessiner une courbe qui est en fait une courbe d'un cosinus, pour laquelle vous avez à chaque fois passage par des maxima qui sont bien toujours les mêmes, il n'y a pas d'amortissement. Et pareil, tous les minima correspondent à moins θm. Donc le pendule va osciller, l'angle θ va osciller de cette façon-là, en variant entre plus θm, l'amplitude des oscillations, et moins θm. Sur le tracé, vous voyez qu'on a donc quelque chose qui est périodique, et on peut repérer donc une période. On parle aussi parfois de période propre, comme le nom figure en dessous. On la note T majuscule comme d'habitude pour les périodes, et donc la période, c'est la durée d'une oscillation. Graphiquement, vous pouvez donc la mesurer là entre deux maxima successifs, ça pourrait être aussi entre deux minima. Évidemment, pour être le plus précis possible, sur des enregistrements fournis dans un sujet de bac, il faudra mesurer plusieurs périodes et diviser par le nombre de périodes. Sur ce graphe, vous repérez également une grandeur ici, donc entre l'axe des abscisses et la valeur maximale de θ, θm, qui correspond donc à l'amplitude des oscillations. Bon, ceci est un cas idéal qui ne correspond pas tout à fait à la réalité, puisque dans la réalité, vous aurez des frottements. Donc, on abandonne le pendule à une valeur d'angle θ égale à θm, le pendule passe par sa position d'équilibre, donc θ s'annule, mais déjà au premier râler, le pendule ne va pas forcément jusqu'à l'angle moins θm de l'autre côté. Et vous voyez qu'à chaque oscillation, le maximum et le minimum sont de plus en plus petits et on va tendre vers 0. Donc là, on dit qu'on a des oscillations toujours, puisque il y a bien là un mouvement d'aller et venue de part et d'autre de la position d'équilibre. En revanche, il n'y a pas conservation de la valeur maximale ou minimale, donc il y a un amortissement. Et dans ce cas-là, donc on ne va pas mesurer de période. D'ailleurs, si on utilise le pendule pour faire des mesures de durée dans un dispositif type horloge comptoise, il faut que les frottements soient nuls, ou en tout cas qu'ils aient été compensés par autre chose. Si vous n'avez pas quelque chose de rigoureusement périodique, vous ne pouvez pas utiliser le pendule pour faire une mesure de durée. Alors justement, dans le cas où vous avez quelque chose qui est vraiment périodique, donc sans amortissement des oscillations, on montre que la période, qu'on appelle donc période propre du pendule, est égale à 2π racine de L sur G. L étant la longueur, ici, du fil ou de la tige. Elle s'exprime donc en mètres, et petit g est l'intensité,
de la pesanteur en mètres secondes moins 2, et vous avez une période qui va s'exprimer en secondes. Pour terminer, on peut également représenter, suivant qu'on prend en compte des frottements ou pas, les différentes formes d'énergie lorsqu'un pendule oscille librement. Oscille librement veut dire qu'on lâche le pendule après l'avoir tenu, et on ne le relance pas et on ne lui refournit pas d'énergie avec un apport extérieur. Donc je commence par le premier cas théorique où il n'y aurait pas de frottement, donc situation pas forcément facile à réaliser. Alors pour les courbes, vous avez l'attribution qui est déjà faite, donc on va vous demander souvent dans les exercices, à partir d'un graphe comme celui-ci, de réattribuer chaque courbe à chaque forme d'énergie, à savoir énergie cinétique, énergie potentielle de pesanteur, et l'énergie mécanique. Donc imaginons, j'ai pris le pendule, la sphère entre mes doigts, et je le lâche sans le lancer, je le lâche simplement sans vitesse initiale. Donc la vitesse au temps 0 est nulle. Donc l'énergie cinétique, 1/2 de mv carré, est nulle aussi. Ensuite, le pendule va accélérer, donc sa vitesse va augmenter. On va passer par un maximum quand le pendule sera à sa position d'équilibre. Puis de nouveau, sa vitesse va rediminuer jusqu'à ce qu'il passe par l'autre position extrême. Donc la courbe bleue est bien celle de l'énergie cinétique. Pour l'énergie potentielle de pesanteur, si on choisit une origine des altitudes ici, à la position d'équilibre, donc au départ, vous avez bien une altitude strictement positive, et donc l'énergie potentielle de pesanteur, EPP, est bien elle aussi positive. Et puis le pendule va descendre en altitude, jusqu'à ce que son altitude s'annule quand il passe par sa position d'équilibre. Donc la courbe rouge est bien celle de l'énergie de pesanteur, potentielle de pesanteur. Vous faites la somme des deux courbes, la rouge et la bleue, vous tombez sur la courbe verte qui est une droite horizontale, ce qui montre bien que l'énergie mécanique est constante. Donc là, dans cette configuration, on dit qu'il y a des conversions, ou des transferts, ou des échanges complets d'énergie cinétique en énergie potentielle, c'est-à-dire que quand l'énergie potentielle diminue ici d'une certaine quantité, l'énergie cinétique augmente exactement de la même quantité. C'est pour ça que l'énergie mécanique est constante. Et donc là, vous n'avez pas de dissipation d'énergie. Au contraire, dans un cas plus proche de la réalité, quand on prend en compte les frottements, vous aurez, alors les attributions sont les mêmes, la courbe bleue est toujours celle de l'énergie cinétique, la rouge pour l'énergie potentielle de pesanteur, et la verte pour l'énergie mécanique. Dans ce cas-là, vous constatez que quand l'énergie potentielle diminue, alors l'énergie cinétique augmente, c'est vrai, mais elle n'augmente pas exactement de la même quantité que celle dont a diminué l'énergie potentielle. Donc ce ne sont que des conversions partielles d'énergie cinétique en énergie potentielle de pesanteur et inversement, ce qui fait que la diminution d'une forme d'énergie n'est pas exactement compensée par l'augmentation de l'autre. C'est pour ça que globalement, au cours du temps, l'énergie mécanique va diminuer. Donc on dit qu'il y a dissipation d'énergie. Et pourquoi il y a une dissipation d'énergie? Parce qu'il y a des frottements qui font perdre un peu d'énergie. Sous quelle forme? On l'a vu dans les parties précédentes, sous forme de transfert thermique, de chaleur, on dirait dans le langage courant de la vie de tous les jours, que vous ne devez pas utiliser dans un cours, une copie de physique, mais vous devez bien parler de transfert thermique. Donc dans cette dernière partie, vous devez être capable de refaire un schéma de pendule et de repérer les grandeurs θ et θm, savoir à quoi elles correspondent. Vous devez être capable, sur un enregistrement, dans le cas où les oscillations sont non amorties, donc quand il n'y a pas de frottement, vous devez être capable de mesurer la période propre du pendule. Vous pouvez éventuellement aussi, on peut vous demander de reconnaître qu'ici, s'il y a une diminution des maxima, c'est parce qu'il y a un amortissement à cause des frottements. Vous devez connaître par cœur cette formule, avec la signification, les unités de chaque terme. Et vous devez, sur des graphiques comme les deux derniers que j'ai donnés, réattribuer chaque courbe à chaque forme d'énergie et déterminer s'il y a conversion complète ou partielle d'énergie cinétique en énergie potentielle et inversement.